Masechet Baba Batra, Daf Samer Vav Amud Bet. On va commencer par le milieu de Samer Vav Amud Aleph. La Gemara va dire Ela Rabbi Eliezer de Daf Ditnan Daf Shel Nachtomim Shekevao Bakotel. Rabbi Eliezer Metaher Vachachamim Metameim Mané et Rabbi Eliezer Afilu Hakeko Ulbasov Kevao Irabanan Afilu Kevao Ulbasov Hakeko Nami. La Gemara poursuit sa recherche à propos d'une baraïta dont on n'arrive pas à trouver l'auteur. Car cette baraïta elle ne correspond ni à Rabbi Eliezer ni à Chachamim. Que dit la baraïta? Elle parle du mikvé. Le mikvé est kasher qu'à partir du moment où c'est un bassin qui peut contenir 40 CA d'eau, mais ça doit être de l'eau de pluie ou de l'eau de source qui est parvenue au bassin naturellement. Si l'eau est arrivée dans ce bassin de manière artificielle, parce qu'un être humain a puisé de l'eau, il a ramené ici cette eau, ou il a ouvert un robinet qui laisse l'eau traverser un kéli, une canalisation qui est en fait artificielle, tout cela rend le mikvé non kasher. Pour que le mikvé soit kasher, il faut que l'eau arrive ici, mina shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire mina shamaim? Par des voies naturelles, par du ciel l'eau est arrivée, c'est-à-dire la pluie, ou bien l'eau de source qui jaillit naturellement depuis la création, et cette eau est parvenue via la terre, c'est-à-dire pas via un kéli qui a été fabriqué par un homme, mais via la terre qui a été créée par Hachem. Si on peut ainsi dire, le mikvé est constitué d'un bassin d'eau dont l'eau est arrivée ici divinement et pas humainement. Ça veut dire naturellement par la nature que Dieu a créée et pas artificiellement par le fait qu'un homme a fait passer cette eau par un kéli. Car si c'est par un kéli, ça s'appelle maïm she'uvin, de l'eau puisée. Et un bassin d'eau puisée n'est pas kasher. Question, est-ce qu'il est possible que ce soit un kéli au début, mais ensuite, ça a perdu le nom de kéli? Par exemple, si on a pris une poutre de bois, et on l'a fixée au sol, on l'a scellée, on l'a collée avec du ciment, ça fait partie désormais du sol. La baraïta dit, étant donné que ce bois a été fixé au sol, il fait partie du sol, c'est karkar. Mais Roubar la karkar, qui est karkar, et ça n'a jamais été un kéli, c'était une poutre de bois. Pshutek li'etz, enamekabelim tum, ça s'appelle pas kéli, c'est une poutre de bois. Maintenant, si on a fait une entaille, on a fendu la poutre. Une fois qu'on a fixé au sol, on a créé une entaille, un canal. On a transformé cette poutre qui est dans le sol en conduit, en canal. Maintenant, l'eau passe par là, l'eau de pluie arrive au bassin par ce billet. Est-ce que le mikvé est kasher? La baraïta nous dit que oui, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'étant donné que cette poutre, elle est mehuberet la karka, c'est comme le karka. Mais attention, c'est parce qu'au moment où on l'a fixé au sol, c'était qu'une poutre, ce n'était pas un kéli. Mais si on avait d'abord créé l'entaille dans la poutre et ensuite on a fixé la poutre au sol, là le mikvé n'est pas kasher. La braïta nous dit que le mikvé n'est pas kasher. Pourquoi? Étant donné que la poutre, elle avait été d'abord entaillée pour créer ce conduit quand c'était détaché du sol. Donc déjà, c'était un kéli. Et ensuite, on l'a fixé au sol. Ça garde le nom de kéli. Ça conserve le statut de kéli. Et l'eau de pluie qui va passer par ce canal s'appelle maïm she'uvim.
ça rend le mikvé non cachère. Le mikvé n'est pas cachère parce que c'est pas de l'eau qui est parvenue ici par le biais du karka, mais par le biais du keli. J'ouvre une parenthèse pour donner une précision de Tosfot que j'aurais dû rappeler déjà hier, en préambule. C'est que, comment est-ce que le tuyau peut s'appeler keli, mais pourtant il ne peut pas contenir, il n'a pas de bête qui boule. Vu que l'eau passe au travers du canal qui est ouvert des deux côtés, donc l'eau ne peut pas être retenue. Si l'eau ne peut pas être retenue dedans, donc ce n'est pas un bête qui boule. Si ce n'est pas un bête qui boule, alors ce n'est pas un keli qui est digne de ce nom. Donc si on le fixe au sol, puisqu'il n'est pas Mekabel Tum'a, donc il ne s'appelle pas keli qui peut être Mekabel Tum'a, donc une fois qu'on l'a fixé au sol, pourquoi tu dis qu'il y a un problème? Eh bien, Tosfot disent qu'on parle forcément d'un cas où, dans le bas de la poutre, il y a un petit creux. On a creusé pour retenir les cailloux, les déchets. Comme ça, quand l'eau arrive par là, ça filtre l'eau pour pas que les petits cailloux tombent dans le bassin, dans le mikvé. Alors, étant donné qu'on a non seulement une entaille pour laisser l'eau passer, mais en plus, c'est qu'on a un creux pour contenir les cailloux. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Keli, qui est un bête qui boule, qui est Raoui le Kabel Tum'a, et qui rend l'eau qui passe par là non cachère pour le mikvé. C'est une précision de Tosfot. Mais maintenant, quelle était la recherche? La recherche est de savoir qui est l'auteur de cette baraïta qui a établi un distinguo entre une poutre qui a été scellée dans le sol et ensuite qui a été entaillée, ou bien une poutre qui a d'abord été entaillée quand elle était mobile et ensuite on l'a fixée au sol. C'est qui établit un distinguo? La Braïta, c'est elle qui a établi le distinguo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si on l'a fixée en tant que poutre et ensuite on a créé l'entaille, cachère. Si on a d'abord créé l'entaille quand c'était une poutre mobile et ensuite on l'a fixée au sol, pas cachère. Mais c'est qui dit ça? Ça ne peut pas être ni Rabbi Eliezer ni Hachamim. De quel Rabbi Eliezer s'agit-il et de quel Hachamim s'agit-il? Alors on avait cru au début qu'il s'agit peut-être de Rabbi Eliezer de la Martéchet. Vous vous rappelez quand on avait appris le din dans la Mishnah, que quelqu'un qui a vendu une maison, il a vendu tous les accessoires qui sont fixés au sol, mais pas les accessoires qui sont mobiles. Nahon, par exemple, le four n'est pas vendu avec, l'électroménager n'est pas vendu avec la maison. Nahon, il n'y a que l'immobilier, pas le mobilier. Alors, si on a un mortier qui est fixé au sol, est-ce qu'il est considéré comme la maison et donc vendu? Ou bien il est considéré comme détaché de la maison, comme le mobilier, et donc invendu? Qu'est-ce qu'on avait vu? Que Hachamim disait que c'est seulement si il faisait partie intégrante du sol. C'est là que ça s'appelle un mortier qui est vendu. Par exemple, il y avait une pierre qui sortait du mur et on a creusé dans la pierre. Et donc c'est un mortier qui fait partie vraiment des murs. Dans ce cas-là, c'est vendu avec, évidemment. Mais si c'était un mortier qui était mobile, qu'on a ensuite rattaché au sol, ce n'est pas vendu, d'après Hachamim. Et Rabbi Eliezer dit, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, c'est vendu. Qu'il soit naturellement attaché au sol, ou bien qu'il soit artificiellement attaché au sol, maintenant que c'est rattaché au sol, ça y est, c'est vendu avec la maison. Alors, on a cru que... on a essayé d'analyser cette braïta. Elle correspond ni à Rabbi Eliezer, ni à Chachamim. Parce que Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Quelque chose de mobile, qui a été rattaché au sol,
il conserve son statut de mobile. Et donc, le mikvé n'est pas cachère. Et pas seulement dans ce cas, pour Hachamim, même s'il a pris la poutre qui était mobile, et ensuite il a rendu immobile en la fixant au sol, et il a ensuite créé l'entaille, malgré tout, le mikvé doit être non cachère selon Hachamim. Pourquoi ? Vu que d'après Hachamim, ce qui était mobile conserve le statut de mobilier, même si ça a été fixé au sol. Donc la Braïta, qui dit que le mikvé est cachère au cas où on a d'abord fixé la poutre et ensuite on l'a entaillé, le mikvé est cachère, ça ne peut pas correspondre à Hachamim qui dirait non cachère. Et ça ne peut pas correspondre non plus à Rabbi Eliezer, car lui, Rabbi Eliezer dit, quand est-ce que la martéchette n'est pas vendue que lorsqu'elle est vraiment mobile, mais si on l'a fixée au sol, alors désormais elle fait partie des murs, elle est vendue. Alors Rabbi Eliezer devrait dire que le mikvé est cachère dans tous les cas de figure, que ce soit en tant que poutre, un bloc, ou que ce soit en tant que canal qu'on a fixé au sol, ça ne change rien, le mikvé doit être toujours cachère, car l'eau qui a traversé ce conduit, c'est-à-dire le canal qui est dans la poutre, ça s'appelle karka. Il a traversé le sol, car selon Rabbi Eliezer, tout ce qui est lié au sol, tout ce qui est fixé dans le sol, a le même statut que le sol, alors ça doit être un mikvé cachère. Et la Gemara a dit, en fait, c'est pas cela ce qu'on voulait dire. Quand on a dit que cette baraïta ne correspond ni à Rabbi Eliezer ni à Chachamim, c'était pas Rabbi Eliezer de la martéchet, car il se peut que la mahloket qu'on a vue dans la Mishnah hébraïta à propos du mortier qui était mobile et ensuite fixé au sol, que Rabbi Eliezer a considéré comme le sol, comme les murs de la maison, c'est parce que leur débat portait sur la notion de mocher be'ain yafa mocher ou mocher be'ain ra'a mocher. Est-ce qu'un homme vend généreusement ou bien avec mesquinerie? Alors, c'est un autre débat. C'est un débat psychologique. C'est pas un débat halachique à proprement dit. Car ici, on est en train de parler du statut du mikvé. Est-ce qu'il est comme un karka? Est-ce que l'eau a traversé un conduit qui est karka ou un conduit qui est un kéli? C'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec la martéchet. Car la martéchet, même si on disait que tout le monde considère que c'est un kéli, mais pourquoi Rabbi Eliezer a dit que c'est quand même vendu avec les murs? C'est parce qu'une fois que ça a été fixé au mur, le da'at ba'al habayit, le da'at du mocher, c'est de vendre généreusement tout ce qui est fixé au mur. Ok, en tout cas, on est toujours à la recherche de ce que voulait dire la Gemara quand elle a posé la question. Elle nous dit, cette braïta, a priori, elle correspond ni à Rabbi Eliezer, ni à Chachamim. Parce que si c'est Rabbi Eliezer, ça doit être cachère au moins quand ça doit être cachère dans tous les cas de figure. Même quand ça a été d'abord entaillé et ensuite fixé au sol. Et si c'est Chachamim, ça doit être toujours non cachère. Même si d'abord on a fixé la poutre dans le sol et ensuite on l'a entaillé, ça doit être tout de même non cachère. Où tu as trouvé cette opinion de Rabbi Eliezer? Où tu as trouvé cette opinion de Chachamim? Où ça? De quoi il parle? Alors on avait essayé également l'histoire de la ruche. Et la Gemara a réfuté cela également en disant que l'histoire de la ruche d'abeilles avec le miel, c'est parce qu'il y a un pasouk, et donc le débat il est par rapport au pasouk, et pas du tout au niveau du statut de l'objet. Alors, à quoi faisait allusion celui qui a posé la question quand il a dit que la baraïta du mikvé correspond ni à Rabbi Eliezer, ni à Chachamim? De quel Rabbi Eliezer? Où est-ce qu'il a vu Rabbi Eliezer parler de cela? Alors la Gemara dit voilà.
Et là, Rabbi Eliezer des Daf. Voilà, on a enfin trouvé. C'est l'histoire de la planche. Vous connaissez l'histoire de la planche? Voilà, on a trouvé. La mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim, qui correspond à l'histoire du mikvé, c'est certainement le débat de Rabbi Eliezer et Hachamim à propos de la planche du boulanger. À l'époque, le boulanger, il avait un étalage, un présentoir sur lequel il présentait tous ses pains. D'accord? Alors, quand il met sa viennoiserie, ses baguettes, ses pains, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, le pain de campagne et tout ça. Donc il y avait toutes sortes, le pain rond. Alors maintenant, une fois qu'il présentait, il mettait sur une planche qu'on appelle Daf Shel Nahtomin, la planche du boulanger. Cette planche du boulanger, imaginez-vous qu'il est fixé sur le mur, pas juste un tréteau qu'on déplace. Il met son présentoir et après il plie bagage. Il enlève les tréteaux, il enlève la planche qui est mobile. Non, on parle d'un daf, une planche qu'il a fixée au mur. Alors désormais, c'était mobile et c'est devenu immobile et ça fait partie maintenant des murs. Ça veut dire c'est le hubar la karaka. Quel est le statut au niveau de la Toum'a? Alors nous avons une règle, c'est que Pshutek li'etz ena mekabelim Toum'a. Pshutek li'etz n'est pas mekabel Toum'a. Nachon? Une planche, c'est pas un keli, c'est pas shoot. Et c'est un kli'etz qui est pas shoot. Et normalement, c'est pas mekabel Toum'a. Mais midera banan, c'est mekabel Toum'a à partir du moment où on s'en sert pour présenter des choses dessus. Alors, c'est tamé, c'est mekabel Toum'a. Si jamais un homme tamé a touché cette planche, il va la rendre tme'a. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que, normalement, même si la planche du boulanger a été polie, lissée, pour déposer dessus du pain, pour le présenter en tant que présentoir, normalement, c'est pas mekabel Toum'a. Quand est-ce qu'une planche droite, plate, qui n'est pas faite pour contenir dans un creux de la caisse, du caisson, c'est pas fait pour contenir. Dans quel cas ça peut être tamé midera banan? En général, c'est seulement si c'est fait pour midras. Et qu'est-ce que c'est que midras? Mishkav, moshav et merkav. Lorsque c'est fait par exemple pour s'asseoir ou pour s'allonger dessus ou pour chevaucher dessus, alors on a ce qu'on appelle tumat midras azav. Un zav, il peut rendre tamé quelque chose en étant doré soto. Pseder. Mais sinon, pour que le keli soit, pour que la planche qui est pachoute, qui est droite, puisse devenir tamé, il faut que ce soit un keli qui est fait pour s'asseoir dessus ou pour s'allonger dessus. Mais sinon, stam, pour poser du pain dessus, quand c'est une planche plate de bois, ce n'est pas censé être mekabel Toum'a. Mais la Gemara, pour l'instant, elle considère que c'est mekabel Toum'a midera banan. Je ferme la parenthèse. La planche du boulanger, quand elle est mobile, elle est mekabel Toum'a midera banan. Mais il faut aussi que ce soit déjà poli, lissé, car c'est cela l'action de la fabrication de cette planche. L'action de fabrication de la planche du boulanger, c'est que maintenant, j'ai poli la planche pour qu'elle soit apte à déposer du pain dessus, pour pas qu'il y ait des échardes qui rentrent dans le pain. Alors maintenant, la question se pose. La Mishnah nous a cité une mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos d'une planche de boulanger qui a été fixée au mur. Désormais, ça fait partie du sol, ça fait partie des murs
qui sont rattachées au sol. Alors, est-ce que cette planche a un statut de karka ou un statut de keli? Si elle a un statut de keli, alors elle peut devenir tamée au contact d'une source d'impureté. Mais si cette planche a un statut de karka, le karka ne peut pas devenir tamé. Si un homme tamé touche le sol ne va pas devenir tamé. Il touche une maison qui est rattachée au sol, la maison ne va pas devenir tamée. Quel est le din si une personne impure touche ce présentoir du boulanger? Est-ce que c'est considéré un présentoir qui a un statut de keli ou bien un statut de karka? Si c'est un statut de keli, il devient tamé. Si c'est un statut de karka, il reste tahor. Alors, quel est le din behemet? Mahloket. Hachamim disent tamé. Rabbi Eliezer dit tahor. Et a priori, pour Hachamim, il est toujours tamé, peu importe si ce présentoir a été préparé, c'est-à-dire le polissage de la surface de la planche a eu lieu avant ou après, ça ne change absolument rien. Ça s'appelle Keli. Et puisque ça s'appelle Keli, bien que ce soit fixé au sol, alors nous avons la preuve que Hachamim considère que dans tous les cas de figure, un objet qui était mobile et qui a été fixé au sol, au niveau du statut halachique, il conserve le statut de mobile, d'objet mobile. Alors, on a compris maintenant ce que voulait dire la Gemara quand elle a posé la question. À qui correspond cette baraïta qui dit que le mikvé est kasher si on a d'abord scellé la poutre dans le sol et ensuite on a créé l'entaille? Dans ce cas-là, le mikvé est kasher. Mais si d'abord la poutre était entaillée et ensuite on l'a fixée au sol, le mikvé n'est pas kasher. Car d'abord c'est un keli et ensuite tu l'as fixé au sol, il reste keli. Dans quel cas il ne s'appelle pas keli? Il s'appelle karka, que si tu as fixé au sol une poutre qui ne s'appelle pas keli et ensuite tu l'as rendu keli, c'est-à-dire après tu as créé l'entaille, c'est une entaille dans le sol et pas une entaille dans un keli. D'accord. Ça c'est sûr que ça ne correspond pas à Hachamim. Quel Hachamim? Eh bien, Hachamim de la planche du boulanger. Pourquoi? Car tu vois que les Hachamim, quand ils ont dit que la planche du boulanger, ça s'appelle Keli, qui est Mekabel Tum'a, ils n'ont pas établi de distinguo entre la fabrication de cette planche en tant que présentoir avant ou après fixation au sol. C'est-à-dire, d'abord on a une planche et ensuite on va la polir. Le polissage, c'est la fabrication du keli. Hachamim, normalement, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Ça dépend. Si tu as d'abord fixé la planche au mur et ensuite tu la polis, alors dans ce cas-là, c'est Mekabel Tum'a. Et ben dans ce cas-là, ce n'est pas Mekabel Tum'a. Mais si tu l'as d'abord poli et ensuite tu l'as fixé au sol, eh bien ça reste Keli et Mekabel Tum'a. Si on veut faire correspondre les deux halachot, la halakha du mikvé et la halakha de la planche du boulanger, c'est comme ça qu'ils auraient dû s'exprimer. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Tamé. La planche du boulanger, peu importe, que ce soit poli avant ou après fixation au mur, un homme tamé qui toucherait cette planche, il la rend tamé. Comme ça écrit à Hachamim, mais taméin, sans distinguo. Donc ça ne correspond pas à la baraïta du mikvé, où on a établi un distinguo entre avant et après en taille. Et pourquoi ça ne peut pas correspondre à Rabbi Eliezer, les amis? Aidez-moi. Parce que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Toujours tahor. Qu'est-ce que ça veut dire toujours tahor? Même si on a d'abord poli la planche du boulanger et ensuite on l'a fixée au mur,
Malgré tout, si un tamé le touche cette planche, elle reste tahor. Ça correspond pas à la braïta du mikvé qui a dit que si on avait d'abord le keli et ensuite on l'a fixé au sol, dans ce cas-là, le mikvé n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il a un statut de keli, même après fixation au sol, comme il s'appelait keli avant. Alors il restera keli même après. Ça correspond pas du tout à Rabbi Eliezer de la planche du boulanger. Car dans la planche du boulanger, lui, Rabbi Eliezer a dit toujours tahor. Toujours tahor, ça veut dire quoi toujours tahor? Pas seulement s'il a été fixé au mur et ensuite poli, mais même s'il avait été poli et ensuite fixé au mur, il a un statut de karka et donc il est tahor, comme le karka est tahor. Donc ça, maintenant on a compris le sens de la question de la Gemara. Quand la Gemara a dit la braïta du mikvé correspond ni à Rabbi Eliezer ni à Chachamim, c'est clair, net et précis. Ok. Je relis ça dans les mots. Et là, Rabbi Eliezer des Daf. Dit nan, Daf shel nachtomin shekevaro bakotel, Rabbi Eliezer metaher, vachachamim metameim. Mané. Alors la braïta du mikvé, c'est qui l'auteur? Rabbi Eliezer. Si tu vas dire que c'est Rabbi Eliezer, c'est pas possible. Pourquoi? Afilu hakekol basof kevaro, même au cas où il avait créé l'entaille dans la poutre et ensuite il a fixé au sol, le mikvé devrait être kashère. Or la braïta dit qu'il n'est pas kashère dans ce cas. Et ça ne peut pas être non plus hachamim, parce que irabanan, afilu kevarol basof hakekonami, si tu vas me dire que la braïta, elle va d'après hachamim, du daf du boulanger, de la planche du boulanger, eh bien ça ne correspond pas non plus. Pourquoi? Car hachamim, à propos du boulanger, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le daf, il est toujours tamé. Il est toujours tamé, que ce soit un daf qui a été poli après ou avant, ça change rien, toujours tamé. Alors que la braïta du mikvé établit un distinguo entre avant et après, ça dépend si la poutre a été entaillée avant, dans ce cas-là, oui, il est tamé, il n'est pas cachère, mais si il a été entaillé qu'après, il est cachère. Alors ça ne correspond pas. Alors a priori, on a enfin compris le sens de la question de la Gemara. C'était quoi la question de la Gemara? C'est que la braïta, elle correspond ni à Rabbi Eliezer, ni à Chachamim. Voilà. La Gemara réfute et elle dit, non, les olam Rabbi Eliezer, veshane pshutek li'etz letum'a de Rabbanan. La Gemara dit, on peut très bien dire que la baraïta, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, pense que quelque chose qui est fixé au sol, ça dépend. Si avant il s'appelait Keli, eh bien il reste Keli, même après fixation au sol. Si avant d'être fixé au sol, ce n'était pas un Keli, alors dans ce cas-là, c'est bon. Tu l'as fixé au sol, ce n'était pas un Keli. Maintenant, tu as créé une entaille, alors très bien. Tu as créé une entaille dans quelque chose qui fait partie du sol, c'est cachère. Donc on peut très bien dire que l'auteur de la braïta, c'est Rabbi Eliezer. Ah, tu m'as dit, mais dans Daf Shel Nachtomim, tu vois qu'il n'a pas distingué entre avant et après. Tu vois que même si le polissage s'est fait avant, il dit que c'est cachère. Alors que la braïta dit que le mikvé n'est pas cachère. C'est parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux registres. Ça, c'est un registre des Oraïta, et ça, c'est un registre des Rabbanan. Car la planche, c'est quoi? La planche du boulanger, c'est pshutek li'etz. C'est un keli qui est plat. Et un keli qui est plat, qui n'a pas de récipient, qui ne peut pas contenir, alors il n'a pas de bet kibboul, il ne devient pas tamé minatora. Il devient tamé que mi des Rabbanan. Quand c'est mi des Rabbanan seulement, alors là, les Chachamim ont été cool. Ils ont été indulgents. Et ils ont dit, si tu as fixé au sol la planche, peu importe, que ce soit poli avant, poli après, ça ne change rien. Toujours tahor. Pourquoi toujours tahor? Étant donné que la Toum'a n'est que midera banane, et maintenant tu as fixé au sol, alors on est indulgent. Tandis que le mikvé, c'est une histoire de Oraïta. Est-ce qu'il est caché minatora ou pas? Alors toi maintenant, il faut donner les lois, les vraies règles.
Quelle est la règle? Ça dépend. Si ça s'appelait Keli auparavant, même si tu l'as fixé au sol, ça s'appelle Keli. Et donc, même Rabbi Eliezer est d'accord pour dire que le mikvé n'est pas kasher. Dans quel cas il dit que le mikvé est kasher? C'est seulement si tu as fixé la poutre au sol et ensuite tu as créé l'entaille. La Gemara n'est pas d'accord. Elle dit Miklal d'Ishiva de Oraita vehakaimalan de Rabanan. Alors, il y a ici un grand débat entre les Rishonim à propos du mikvé. Est-ce qu'il faut prendre les mots de la Gemara à la lettre? La Gemara est en train de dire que le mikvé peut être kasher même s'il a été rempli d'eau, de l'eau, non pas de pluie qui est arrivée naturellement, mais même chez Ouvim, même si on l'a puisé avec de l'eau, puisé avec un seau, c'est kasher. Minatora. Qui est-ce qui a exigé que ce soit de l'eau naturelle? C'est les Chachamim. Mais Rashbam dit Chas v'shalom, jamais de la vie. Un mikvé ne peut pas être kasher s'il a été rempli artificiellement. Maïm chez Ouvim. Car c'est Minatora qu'il faut que ce soit de l'eau qui est arrivée ici naturellement. C'est un pasouk. Ach Marian ou bor mikvé maïm hiyetahor. Et qui shakatour Marian a mikvé. Ma Marian bide shamaim, af mikvé bide shamaim. D'accord? Ça c'est la halakha. Mais la question qui se pose, comment la Gemara a pu dire que chez Iva, Miklal de chez Iva de Oraita, Ve'akaimalan de Rabanan. La Gemara dit, pourquoi tu fais une différence entre l'histoire du mikvé et l'histoire de la planche du boulanger? Mais les deux, c'est des Rabanan. La planche du boulanger, de dire qu'une planche, même si elle est plate, une fois qu'elle a été polie, elle est mekabel tum'a, c'est comme des Rabanan. Pareillement, l'histoire d'un mikvé pour dire que si il a été rempli artificiellement, il n'est pas kasher, c'est comme des Rabanan qui n'est pas kasher. Mimina Torah, il est kasher. Rashbam dit, chas v'shalom, de comprendre la Gemara à la lettre. Il faut comprendre ce qui est derrière la lettre. C'est-à-dire, la kavana de la Gemara est la suivante. Si j'ai un mikvé qui était kasher, d'abord il était kasher, parce qu'il a été rempli naturellement. Mais maintenant, on a mis beaucoup d'eau artificiellement. Est-ce que l'eau qui est devenue majoritaire, l'eau artificielle qui est devenue majoritaire par rapport à l'eau naturelle, est-ce qu'elle rend le mikvé non kasher ou pas? Par exemple, regardez, je prends ma douche, je prends mon tuyau, mon arrosoir, un kéli, et je remplis. Le mikvé était déjà plein, il y avait 40 CA, c'est un mikvé kasher. Maintenant, je prends mon tuyau, je remplis, et je mets dedans, on va dire même un millier de CA. Normalement, un mikvé, c'est combien? 40 CA. Maintenant, j'ai mis 1000 CA d'eau artificielle. Est-ce que le mikvé est devenu non kasher? Je répète le cas, peut-être vous allez m'écouter. Le mikvé, il fait 40 CA. Il était kasher. Maintenant, je prends un tuyau d'eau non kasher et je mets dans le mikvé qui était kasher. Est-ce que le mikvé kasher est devenu non kasher? Non. Vous avez compris maintenant la question? Alors, la halakha, elle est comme ça. Comme ça, le Rashbam nous dit que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque le mikvé était kasher, mais maintenant on a rajouté de l'eau qui est majoritairement non kasher, est-ce que ça rendit le mikvé non kasher? Réponse Minatora, non. Miderabanan, oui. Pourquoi Minatora, il reste kasher? Car nous avons une règle, Kama Kama Batil. Chaque goutte qui tombe dans le mikvé, eh bien, s'annule. La minorité s'annule dans la majorité. Et donc, évidemment, que cette goutte-là qui est rentrée ne rend pas le mikvé non kasher. Elle fait partie désormais du mikvé qui est kasher. Alors, chaque goutte qui arrive maintenant, c'est pareil. Chaque goutte, elle devient mikvé. Et donc, comme le mikvé était kasher, tout est kasher. Ça, c'est Minatora. Mais Miderabanan, lorsqu'on a mis une majorité d'eau non kasher, eh bien, Miderabanan, c'est non kasher. C'est comme ça que le Rashbam comprend la Gemara qui dit Mikla d'Ishiva de Oraita,
Hakaimalan des Rabanan. C'est que mi des Rabanan. Mais de quoi il parlait, lui? Lui, il parlait d'un mikvé. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il dit que c'est écrit mikvé. Regardez le lachon. Le lachon de la Braïta qu'on avait étudié. Rappelez-vous, Sameché Amoudbet. Quel est le lachon de la Braïta? Tanou Rabanan. Tsinor shehakeko ulbasov kevao posel et amikvé. Kvao ulbasov hakeko et no posel et amikvé. Ça veut dire qu'on parle d'un mikvé existant. Et tu veux le disqualifier avec de l'eau artificielle. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ce problème-là, c'est un problème rabbinique ou thoraïque? Rabbinique. Alors, il n'y a plus de différence entre Daf Shel Nachtomin et mikvé. L'histoire de la planche du boulanger, c'est un problème rabbinique. L'histoire du mikvé, c'est un problème rabbinique. Alors pourquoi tu me dis que même Rabbi Eliezer, qui a dit ça ici, là-bas il est d'accord. Même Rabbi Eliezer qui a été cool à propos de la planche du boulanger, il est strict à propos du mikvé. Et il dit que si d'abord on avait entaillé la poutre et ensuite on l'a fixée au sol, le mikvé n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'Eoraïta, un problème thoraïque. Alors que la planche du boulanger, c'est tamé comme des rabanan. Pas vrai. Même l'histoire du mikvé, c'est un problème des rabanan. C'est pas des Horaïta. Car le mikvé cachère, le mikvé était déjà cachère. Vérod. En plus, comment tu peux comparer, comment tu peux dire qu'ici il s'agit de la planche du boulanger qui devient tamé comme des rabanan? Même ça, c'est faux. On parle ici d'une planche en métal. Et si c'est pshouté kli matechet et pas pshouté kli etz, c'est pas une planche en bois qui peut être tamé comme des rabanan, mais c'est une planche en métal qui est tamé minatora. Alors, bichlal, c'est le monde à l'envers. Rabbi Eliezer aurait dû être plus mahmir dans le métal que dans le mikvé. Car le mikvé, c'est des rabanan et ça, c'est des oraïta. Alors, ça marche pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ah, tu veux savoir c'est qui l'auteur de la braïta du mikvé? C'est Rabbi Eliezer. Pourquoi là-bas il a été strict alors qu'au niveau de la planche il a été cool? Parce que le mikvé c'est minatora et la planche c'est que midera banane. La Gemara dit, mais tu as renversé la vapeur. C'est tout le contraire. L'histoire du mikvé, c'est un problème que rabbinique et pas thoraïque, comme tu le prétends, car là-bas on a déjà un mikvé cachère, et on a rajouté de l'eau artificielle. Ça le disqualifie le mikvé comme midera banane. Primo. Et même ce que tu as dit que la planche du boulanger, c'est que midera banane la touma, c'est faux. Car Rabbi Yossi bar Bichanina a dit qu'on parle ici d'une planche en métal, et donc la touma, elle est minatora. Si un tamé touche la planche en métal, c'est un tamé minatora. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On est toujours dans la même recherche. La Gemara dit, Le'olam Rabanan, hi ve'sha'anesh iva de Rabanan. Alors, la Gemara répond à la question de base. Qui est-ce qui se souvient de la question de base? La question de base, c'était qui est l'auteur de la braïta du mikvé? La réponse, c'est Chachamim. Pas Rabbi Eliezer, comme on a voulu le dire, c'est Chachamim. Et quel Chachamim? Chachamim de quoi? De l'histoire du Daf Shel Nachtomin. Daf Shel Nachtomin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans Daf Shel Nachtomin, la planche du boulanger, pourquoi elle est tamée? Parce que c'est Minatora. Et alors, c'est toujours tamé, que ce soit à partir du moment où c'était Raoui les Kabel Toum'a, quand c'était mobile, maintenant que tu l'as rendu immobile, tu crois que ça va être tahor, comme dit Rabbi Eliezer? Pas du tout. Hachamim disent, un truc en métal, qui était Raoui les Kabel Toum'a,
quand il était mobile, même si tu l'as rendu immobile en le fixant au sol, il continue d'être Mekabel Tum'a Minatora. Alors pourquoi, au niveau du mikvé, ils ont été cool? Ils ont dit que c'est seulement s'il était Kéli avant. Mais s'il était d'abord fixé et ensuite tu l'as rendu Kéli, eh bien ils disent parce que là-bas, c'est que Midera Banane. Comme c'était que Midera Banane, j'ai été cool et j'ai établi un distinguo entre ce cas et ce cas. Et j'ai dit, si tu l'as fixé en tant que poutre, alors, et ensuite tu l'as entaillé, cachère. Si tu l'as d'abord mis en tant que tuyau, que canal déjà entaillé, eh bien là, c'est pas cachère. La Gemara dit, Iachi, afilu hakekol basof kevaronami. Pourquoi dis-tu qu'il y a un distinguo à établir entre s'il a fixé une poutre ou fixé un canal déjà entaillé, une poutre déjà entaillée? Mais, puisque tout est midera banane là-bas, alors sois cool. Il faudrait que Rachamim soit indulgent et qu'ils disent que le mikvé est toujours cachère. Et peu importe que ce soit une poutre qui a été fixée au sol ou que ce soit un kéli qui a été fixé au sol, puisque maintenant il est fixé au sol, gamarnou, puisque c'est que midera banane, il faudrait qu'il soit cool. La réponse, non, shane atam dika torat kéli alav betalouche. Étant donné que quand c'était mobile, talouche, mobile, ça s'appelait kéli, si maintenant les gens vont voir qu'en le fixant au sol, tu dis que c'est cachère, ils risquent, chasvé shalom, d'en déduire que même si tu prends un kéli, mamash, et que tu verses dans le mikvé, alors dans ce cas-là, c'est aussi cachère. Alors que c'est pas soul midera banane. Si tu mets une majorité d'eau artificielle dans le mikvé, midera banane, c'est pas cachère. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Que c'est moutar mais midera banane, parce qu'ils vont pas comprendre quelle est la différence entre un kéli qui est fixé au sol ou un kéli qui reste mobile. Pour les gens, c'est un kéli. Alors c'est pour cela qu'on a établi un distinguo entre une poutre et une poutre entaillée. Une poutre entaillée, c'est un kéli, eh bien ce n'est pas cachère, même si tu l'as fixé au sol. Rabotaï, là maintenant on va terminer le sujet très rapidement. Maintenant c'est très facile. Ba'er Rabbi Yosef, Megshamim shehishev alehem leadia haistrobolin. Le sujet qu'on va étudier maintenant est relatif à ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Qui est-ce qui se souvient quel est le din du moulin? Est-ce que le moulin est vendu avec la maison? On avait dit que la Mishnah elle-même n'a pas parlé du moulin. C'est dans la Braïta qu'on avait vu que le moulin n'était pas vendu avec. On avait vu que le kelet, l'entonnoir ou bien le keli qui est autour pour recueillir la farine, tout ça n'est pas vendu. Mais il y avait le histroboline, c'était le support en bois qui était fixé au sol. On avait dit que oui, c'était vendu avec les murs. Pour éviter les vibrations, bravo. Alors, Morev et Rabotaï, le histroboline, c'était d'abord du mobile et ensuite qui a été fixé au sol, qui est devenu immobile. Maintenant, on va rentrer dans un sujet que vous connaissez. On a étudié ça il y a à peu près 6 ans. Alors, c'était l'histoire de ce qu'on appelle Mourchar Lekabel Tum'a. Vous savez qu'un aliment ne peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté que dans la mesure où l'aliment avait été préalablement mouillé avec l'un des 7 liquides. C'est quoi les 7 liquides? Rappelez-vous le mnémotechnique Yad, Shahat, Dam. C'est mnémotechnique Yad, Shahat, Dam. Yud, Yain, Dalet, Devash, Shin, Shemen, Shemen Zait, Het, Halav, Hometz, et Tet, Tal, la rosée, et Dam, c'est le sang, Dam, et même Maïm, l'eau. En tout cas, on a 7 liquides qui s'appellent des liquides. Et s'ils ont mouillé un aliment, cet aliment, même s'il a été séché par la suite, il est apte à devenir impur. Rabotaï, maintenant,
Quel est le din si par exemple, vous aviez, je vous donne un exemple, vous aviez des dattes à la fenêtre, et ces dattes-là, elles ont été mouillées avec l'eau de pluie. Est-ce que ces dattes-là sont Mekablim Tum'a? Non, sur les arbres, c'est encore attaché au sol. Non, je parle des dattes que j'ai posées dans une corbeille à la fenêtre. Alors, c'est quoi le piège? En fait, ça dépend. Ça veut dire que ça dépend des situations. Si je voulais que cette eau de pluie tombe sur les fruits, alors, par exemple, imaginons j'avais des pommes. J'avais une corbeille de pommes et j'avais une corbeille de dattes. Des pommes mouillées, des pommes lavées, oui, en effet, ça m'arrange. Des pommes lavées, ça m'arrange. Mais des dattes mouillées, ça ne m'arrange pas. Car laver les pommes, ça m'arrange. Laver les dattes, ça ne m'arrange pas. C'est écœurant des dattes mouillées. Mais des pommes bien lavées, brillantes, c'est super beau, super bon. Alors figurez-vous que même si moi, je n'ai pas exprimé ma volonté, mais ça me plaît, c'est comme si j'avais dit oui, je suis très content, je veux que l'eau de pluie tombe sur les pommes, eh bien, les pommes, elles sont Morsharim les Kabel Tum'a. Désormais, aptes à devenir impures, si jamais une personne impure a touché ces pommes. Mais si c'était par exemple des dattes, et des dattes mouillées, ça me dégoûte, je veux surtout pas que la pluie tombe sur les dattes, alors même si ça s'est fait à contre-cœur, contre mon gré, et par conséquent, les dattes, même si quelqu'un même d'impur a touché les dattes, elles restent pures. Quand est-ce que le fruit va devenir tamé? Que dans la mesure où l'eau qui a été versée selon le souhait de la personne, du propriétaire. Volontairement. Ou volontairement, ou bien même si ça s'est fait à son insu, mais il le souhaitait. Si c'est le souhaité, c'est comme si lui-même il avait aspergé ses fruits. Encore une introduction. C'est que il y a un hidouche extraordinaire. Première introduction, c'est qu'il faut que ce soit préalablement mouillé. Deuxième introduction, alors si c'est moi-même qui ai mouillé, ça veut dire c'est ma volonté, c'est clair que ça va être apte à être Mekabel Tum'a. Si le mouillage s'est fait à mon insu, alors ça dépend. Si ça répond à mon souhait, alors c'est comme si c'est moi-même qui avais aspergé ces fruits, et c'est Mekabel Tum'a. Si c'est à contre-cœur, parce qu'au contraire, ça me dérange, ce mouillage, alors cette eau-là n'est pas marchir les Kabel Tum'a, parce que je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai donné le cas des pommes et le cas des dattes, pour dire les pommes, ça m'arrange, que la pluie les lave, mais les dattes, ça me dérange, que la pluie mouille les dattes. Donc, ces dattes-là, même s'ils sont au contact d'un homme impur, elles resteront pures, parce que c'est pas moi qui ai mouillé, et je n'ai pas voulu que ce soit mouillé. Maintenant, écoutez quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous qu'il y avait les pommes et les dattes à côté. La pluie, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, les dattes n'étaient pas exposées à la pluie. Elles étaient à l'intérieur. Les pommes étaient à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau qui est tombée sur les pommes a débordé sur les dattes. A rebondi sur les dattes. Et étant donné que ce mouillage des pommes, ça répondait à mon souhait, c'était selon ma volonté, eh bien, cette eau-là qui a mouillé déjà les pommes selon ma volonté, cette eau-là, même si elle tombe sur les dattes et ce n'était pas ma volonté, c'est marchir les Kabel Tum'a. Et les dattes, désormais, pourront devenir impures si un homme impur les touche. Pourquoi? Car l'eau qui a mouillé les dattes, c'est de l'eau qui, à l'origine, est tombée selon ma volonté sur les pommes. Il ne voulait pas sur les dattes, mais l'eau elle-même, elle est tombée à un moment donné selon sa volonté. Ça rend les dattes aptes. Bon, Rabbi Rabotai, attendez. Maintenant,
ce que je vous ai donné comme exemple, pomme et date, c'est pour illustrer. Mais non, maintenant, on va parler du cas de figure de la Gemara. La Gemara, elle parle du istrobil. C'est quoi istrobil? On avait dit que c'était le support du moulin qui empêche les vibrations, qui est en fait ce bloc de bois qui initialement était mobile et qui désormais est devenu immobile. Si on veut que l'eau rende le fruit, comme j'ai dit les dattes, si on veut que les dattes deviennent aptes à devenir tamées par le mouillage de cette eau qui est venue des pommes, c'est parce que les pommes elles-mêmes, elles étaient détachées de l'arbre. D'accord? Parce que si elles sont encore attachées à l'arbre, eh bien, elles ne vont pas devenir tamées. Écoutez, Rabotai, imaginez-vous qu'on avait un arbre à côté de la fenêtre. L'eau de pluie qui est tombée sur les pommes et ensuite a débordé, a rebondi sur les dattes. Les dattes étaient détachées dans la corbeille, mais les pommes, elles étaient encore attachées. Hein? Dites-moi. Mais je voulais que les pommes soient lavées. Mais non, elles sont attachées à l'arbre. Bravo! Kol hakavod. Vous avez compris, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Étant donné que elles sont encore attachées au sol, elles n'étaient pas détachées du sol, dans ce cas-là, même si ce mouillage des pommes répondait à son souhait, ça n'aura pas l'impact indésirable de rendre les dates oui, mais Kabel Touma. Vous entendez? Alors maintenant, vous n'êtes pas au bout de votre peine, je vais vous faire souffrir encore un petit peu plus. Maintenant, écoutez bien. Quel est le din de quelque chose qui était détaché du sol et on a fixé au sol? Désormais rattaché au sol. Et on a cette eau qui a coulé sur cet objet qui est rattaché au sol et ensuite a coulé sur les aliments. Est-ce que ça a rendu les aliments aptes à devenir tamés? Oui ou non? Hazak ou Barour. Alors, Hazak. Maintenant, vous comprenez la subtilité du débat. Alors, regardez maintenant, on va lire, et pas à pas, Be'ezrat Hashem, on va y arriver à la compréhension. Ba'er Rav Yosef. Regardez la finesse de Rav Yosef. Rav Yosef pose la question. Megeshamim. C'est quoi Megeshamim? De l'eau de pluie. Shehishev alehem. Shehashav alehem. Leadiach et ha'itztrobolin. Il s'est dit, ce monsieur, le fameux support du moulin était très sale, avec la farine qui tombait dessus, les graines. Il dit, ah, il y a de la pluie aujourd'hui. Quel kiff! Ça va me laver le hitztrobolin. D'accord? Maoul Israïm. Maintenant que l'eau a rebondi depuis le hitztrobolin et s'est écoulée, s'est déversée sur les fruits, sur les Zraïm, est-ce que ça va les rendre désormais Mourchar et Kabel Touma, oui ou non? Regardez comment la Gemara va s'exprimer. Aliba de Rabbi Eliezer de Amar Kol HaMechubar LaKarka Areu KeKarka Lo Tiv'elach Ki Tiv'elach Aliba de Rabanan de Amre Eno KeKarka Mai Teko. Selon Rabbi Eliezer, la question ne se pose pas. Pourquoi? Rabbi Eliezer nous a donné une règle. Quelque chose qui était détaché du sol et qui a été rattaché au sol, désormais a un statut comme le sol. Alors c'est comme de l'eau qui avait coulé sur le sol et ensuite est tombée sur les fruits. Eh bien dans ce cas-là, ça n'a pas du tout d'impact sur les fruits. Naron, c'est sûr que c'est pas Mekabel Tum'a d'après Rabbi Eliezer. Very good. Ki tiv'elach. Si la question, je me la pose. Aliba de Rabanan. D'Amre Eno Kekarka. Mai Teko. Hachamim ont dit que le hitztrobolin, quel est le statut, par exemple, de la planche du mikvé, comment on appelle ça,
le canal, la poutre qui a été entaillée, qu'on a transformée en canal d'eau pour le mikvé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que une fois que ça a été fixé au sol, alors tout va bien. Ça veut dire que quelque chose qui est, par exemple la poutre elle-même, elle était mobile. Maintenant que je l'ai rattachée au sol, elle est considérée comme immobile. D'accord? Alors quel est le din? Qu'est-ce que dirait Chachamim par rapport à l'eau qui a lavé ce hitztroboline et ensuite s'est déversé sur les fruits? Mais quand est-ce qu'ils ont creusé la poutre? Avant ou après? Après. Après? Ouais. C'est bon. Non. Si. Non, c'est tamé. S'ils l'ont creusé après, c'est bon. Ah, ça, c'est Chachamim. Oui, oui, mais ils avaient dit que c'était Midera Banane, parce que l'histoire du mikvé, c'était un problème rabbinique. Mais là, on est dans un problème thoraïque. Que dirait-il? Est-ce que c'est considéré comme de l'eau de pluie qui est tombée sur le carca ou bien sur un objet mobile? Vous savez quoi? Rabbi Richard, vous allez être très content. La Gemara dit Teko. J'ai pas de réponse. Comme vous avez dit exactement. Bravo. Eh bien, on va terminer le sujet de la Gemara. Puisqu'on a parlé du Istrobil, le fameux support du moulin, la Gemara raconte une histoire. Shalach le Rav Nehemia, bere de Rav Yosef le Rabba bere de Rav Huna. De Rav Huna Zouté, les Néardéa, qui atia hachiteta le Kamar, Agbah, Isur Nirse, Afilomitztrobole de Rehaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle. Lorsqu'un homme est décédé et qu'il n'y a personne pour s'occuper du mariage de ses filles, eh bien, on doit prendre de l'héritage 1/10 de ses biens. Un homme marié doit s'occuper de marier ses filles. Il est du devoir des parents de s'occuper de leurs enfants. Et pour ce faire, il faut donner de l'argent. Comment on va attirer le futur mari? Eh bien, il ne faut pas qu'il ait trop de charges. Il faut qu'il sache qu'il y a une dot en mariage. Il faut qu'il sache qu'il va y avoir des beaux-parents qui vont les aider, et ainsi de suite. Maintenant, la pauvre, elle a perdu son père. Alors quoi, elle va rester vieillir à la maison? Chachamim ont été métaken que si le père a laissé un patrimoine héréditaire, 1/10 de ses biens doit revenir à la fille comme dot en mariage pour qu'elle puisse se marier facilement. Mais c'est uniquement par rapport au patrimoine d'immobilier, pas le mobilier. Alors maintenant, quel est le din d'un meuble qui était détaché du sol, donc mobile, mais qui a été fixé au sol, comme le hitztrobil du moulin? Figurez-vous qu'il y avait un hacham, un rave, qui a dit à l'autre dans cette ville, lui dit, donne-lui même du hitztrobil. Quand tu vas mesurer, lorsque tu vas estimer la valeur du patrimoine du père comme immobilier, considère même le hitztrobil. Pourtant, le hitztrobil, au début, c'était mobile, mais étant donné qu'il a été fixé au sol, désormais, il a un statut comme de l'immobilier. La Gemara raconte, pourquoi elle nous raconte ça? C'est pour nous dire que quand on s'est posé la question par rapport au hitztrobil, est-ce que c'est vendu? Quelqu'un qui vend une maison, et on a dit qu'il vend tout ce qui est accessoire, immobile. Deux éléments. Premièrement, accessoire, et deuxièmement, immobile, n'est-ce pas? Le hitztrobil était vendu avec, à tel point que c'est considéré comme faisant partie intégrante des murs de la maison, que même pour la jeune fille à qui on va donner 1/10 des biens de son père, comme dans ton mariage, on considère même le hitztrobil. Et la Gemara conclut l'histoire en disant que Amaravashi, qui avinan beravkana magbinan afilo me'amala débatté. Eh bien, Ravashi raconte que quand il était dans la yeshiva de Rav Kahana, dans le Beddin de Rav Kahana, là-bas, on donnait à la jeune fille 1/10 même des loyers, des revenus d'immobilier de son père. Par exemple, son père était propriétaire de maisons qui étaient louées. Et il y avait des loyers. Puisqu'elle a le droit d'1/10 des biens de son père en termes d'immobilier, tout ce que l'immobilier rapporte comme revenu, ça fait partie de l'immobilier. Et on doit lui donner 1/10. On ne peut pas lui dire, écoute, l'argent qui arrive, c'est du mobile. L'argent est mobile. Et donc, le mobilier, tu n'en touches pas. Pas du tout.
étant donné que c'est un produit de l'immobilier, ça a un statut d'immobilier et elle mérite 1/10 des loyers. Bouchim diyo.